L'assistance, ils sont restés jusqu'à 7 heures tardive d'un samedi après-midi. Les conférenciers, pour la qualité des conférences et la discussion qu'a suscité ces nombreuses conférences, le choix de la thématique, notamment ça pour le bureau de la Société tunisienne de maladies respiratoires et d'allergologie, donc pour le choix de ce thème qui coïncide dans quelques semaines avec la journée internationale du tabac, c'est ça, le 31 mai, moi, collège, oui, d'accord. Donc, tous les membres pour leur implication dans l'organisation de cette journée. Et 3 personnes clés, Sonia, Ouned, Yao, Zouhair, donc vous comprenez chacun dans son domaine. Et je tiens aussi à remercier les prestataires qui nous ont soutenus, qui encore la société de service qui nous a vraiment bien servi par rapport à ce choix et par rapport au déroulement de cette journée qui, cette année, enfin, on l'a faite en 2, avec la veille qui a précédé avec l'atelier, qui a une réussite, une très bonne réussite, avec une présence importante. Alors, si j'ai essayé tout au long, j'ai fait comme un jeune studieux, essayer de rapporter en quelques mots les points essentiels ou je dirais les messages clés. Alors par rapport à l'épidémiologie, sachez que la situation elle est effrayante et en même temps il y a une petite tendance à la baisse, notamment dans les pays industrialisés. On compte 1,18 milliard de tabagiques, donc c'est énorme, 8 millions de décès par an. Et les chiffres de la prévalence sont autour de 32%, avec une prédominance masculine par rapport en termes de répartition. Et sous ces préoccupants, en milieu scolaire, je vous donne des chiffres tunisiens, le chiffre de 6,4% pour la population d'adolescents, d'âge inférieur à 18 ans. Donc, une situation préoccupante, même si la tendance, d'une manière générale, à la baisse dans les pays industrialisés, et elle continue en voie d'augmentation dans les pays en voie de développement. Et il y a, quand Dr Farfer nous a mis la comparaison, envoyée entre les années 70 et les années 2000, comment les choses sont en train d'évoluer vers la baisse dans les pays industrialisés, avec tendance à l'augmentation dans les pays à faible revenu. Alors, les modes de tabagisme, et je passe, on ne va pas rien dire, mais donc on a mis qu'est-ce qui est émergent, pour ne pas dire nouveau, et dans l'émergent, nous avons la cigarette électronique et le tabac chaud. Et vous avez déjà vu et assisté à la réaction et comment se comporter, du moins le pneumologue, face à l'émergence de ces modes de tabagisme émergents, en l'occurrence le tabac chauffé et la cigarette électronique. Et on reviendra par rapport à leurs effets. Alors, la dépendance, c'est quelque chose de très important dans le sévrage tabagique. Et Sonia Mahalej, dans sa conférence, elle a bien abordé la dépendance, comment mesurer la dépendance par les 7 critères, dont 3 pour retenir la dépendance. Et je passe sur l'envie importante, la perte de contrôle, le souhait permanent d'arrêter. Et quand il y a 3 de ces 7, on retient la motivation. On cherche toujours la motivation dans la consultation d'aide au sévrage tabagique. Le premier élément, est-ce que le malade il est motivé avant de rentrer dans un plan d'action d'aide au sévrage tabagique? Alors, le tabagisme passif, il est aussi nocif, comme ça a été proposé comme titre et comme nous a bien démontré le professeur Ali Belkhader à travers donc, sa conférence, et notamment par rapport à la femme enceinte, par rapport aux conséquences qui peuvent survenir par rapport aux nouveau-nés, par rapport au retard de croissance, par rapport même à des problèmes d'otite et de problèmes même mentaux. On a vu les femmes donc exposées à un tabagisme passif, ils ont 5 à 10% d'avoir de retard psychomoteur chez les enfants, ce qui est quand même un élément effrayant. Alors, le tabagisme et les PID, c'est un thème que j'aime bien. Il y a
il y a cette pneumopathie aiguë à eosinophile secondaire au tabac. On a vu une forme pratiquement d'un ARDS où on élimine l'infection, l'OAP, et on retient sur le lavage l'hyperéosinophilie qui dépasse les 25% avec une bonne évolution en succorticoïdes. Et puis vous avez les formes chroniques de PID qui sont en rapport directement avec le tabac, avec un rapport important avec le tabac. C'est essentiellement la bronchiolite respiratoire associée au PID. Alors là, c'est les nodules centrolobulaires essentiellement, et chez les tabagiques, et puis il n'y a pas beaucoup de verres dépolis. L'évolution, elle est le plus souvent spontanément avec le sévrage tabagique, l'évolution elle est bonne. On a rarement recours à des explorations invasives pour la confirmation de ce diagnostic. Vous avez la PIP, la pneumopathie interstitielle desquamative, c'est un peu différent. Les macrophages alvéolaires qui se déposent au niveau du bronchiole respiratoire avec des dépôts au niveau de ces macrophages alvéolaires vont s'accumuler au niveau des alvéoles et vont avoir une signature histologique assez caractéristique. Et sur le plan scanographique, c'est un aspect de verre dépoli, et cet aspect de verre dépoli a un potentiel évolutif fibrosant, et là on est plus agressif en termes de corticoïdes et en termes de prise en charge antifibrosante. Donc c'est quand même un diagnostic qu'il faut avoir toujours à l'esprit, et on peut aller jusqu'à la biopsie pour le confirmer, parce que quand même le pronostic n'est pas anodin. Et puis on a l'histiocytose, je passe, et puis vous avez les pneumopathies qui, on va dire, interstitielles, qui peuvent être, disons, il y a une relation avec le tabac, notamment l'emphysème fibrose, le syndrome emphysème fibrose, qui est une entité qu'on peut retrouver soit de manière idiopathique, soit associée à quelques connectivites, et en l'occurrence, la polyarthrite rhumatoïde, elle est pourvoyeuse de ces formes d'association emphysème fibrose. Puis on a parlé aussi de la fibrose pulmonaire idiopathique, je crois. Donc, c'est quand même, le tabac fait beaucoup par rapport à la pneumopathie interstitielle diffuse. C'est ce que, à travers une excellente conférence, nous a prouvé Nasser Rouetbi dans sa présentation. Alors, Soraya Finish, elle nous a montré qu'on est, par rapport au risque, on n'est pas tous même exposés de la même, enfin, on n'est pas égaux face au tabagisme. Et il y a des prédispositions à faire, et ça a été prouvé que ce soit par le cancer du poumon, quand on voit la population chinoise, par exemple, de par les mutations EGFR qui font plus de cancer du poumon, en raison associée à l'exposition tabagique chez les femmes. Donc ça attire l'attention. Et puis quand on regarde dans les cytochromes qui métabolisent la nicotine dans les mécanismes, quand il y a une induction par le tabagisme, on voit que le cytochrome A2, A6 a un rôle dans le métabolisme nicotinique, et il peut développer et générer le cancer bronchopulmonaire. Alors, Hejra Rassil, elle nous a appris et elle nous a montré que monter une consultation d'aide de sévrage tabagique, il faut de la patience, il faut de la clarté, et il faut une approche claire dans le sens de chercher toujours la motivation, la première chose, d'évaluer, et par la suite d'aller et ne pas se précipiter vers les traitements, en l'occurrence les substituts nicotiniques. L'analyse du désir d'aller, de la volonté d'arrêter de fumer et de la motivation du patient est un élément très important. Alors, le tabac, quelle doit être la position du pneumologue finalement? Hichem, à travers sa conférence au début, quand j'ai eu la discussion avec lui, pour qu'il nous aborde, et il s'engage dans une position qu'on va essayer d'adopter en quelque sorte, vu son expérience et son implication dans le sévrage tabagique. Il était hésitant même quand il a accepté cette conférence, parce qu'il va se trouver dans une situation très très délicate. Ce que je peux retenir, et finalement à travers les cas cliniques interactifs, et je pense que s'il y a un message à passer, le tabac chauffé, on n'en parle pas, c'est de la toxicité, c'est du tabac sous une autre forme, et on n'en parle pas. Voilà, on connaît le tabac, on connaît les méfaits de tabac, on peut tenir le même discours par rapport au tabac chauffé, et ça marche. Alors maintenant, pour les cigarettes électroniques,
si c'est un produit contrôlé par rapport au dosage de nicotine délivré dans des circonstances où l'accès aux substituts nicotiniques pose parfois des problèmes. Et pour certains patients particuliers, avec un comportement, moi je dirais une composante comportementale ou cognitivo-comportementale, comme vous le dites, et dans le gestuel, et peut-être en association, parce que dans la libération, ils ont bien insisté, ce n'est pas la même façon de libérer la nicotine. La cigarette électronique va donner un passage rapide en faisant l'inhalation et le substitut nicotinique par rapport à son élimination transdermique va avoir à libération prolongée, ne fait pas le même effet. Donc on peut imaginer, dans l'extrême, sous un contrôle, je dirais, médical, chez des patients particuliers qui peut-être utilisent un substitut nicotinique, on peut imaginer, ce n'est pas, mais il faut faire attention au dérapage et il faut faire attention aux messages, comment on va les passer. On ne va pas être fier à prendre la cigarette électronique et voilà, on n'en parle plus. Donc, je crois que c'est très délicat. On doit être très prudent par rapport à ça. Sur ce, on a pu, à travers deux belles observations, deux cas cliniques qui ont été présentés par Laila Boussafara et Imen Gergouri, donc qui ont présenté les deux cas. C'était très instructif, c'était interactif et ça nous a permis donc de comprendre la difficulté que peut poser la consultation d'aide au sévrage tabagique. Sur ce, on vous remercie et on vous souhaite un bon été pour reprendre notre activité de la société l'automne prochain par probablement le cours supérieur de l'année prochaine. Oui, la thématique, ça sera le cancer du poumon. On va réfléchir encore par rapport à la date. Et il y aura un séminaire mythe des experts qui va précéder le congrès de la STMRA. Ça va être la veille du congrès, qui sera un mythe d'experts sur les PID encore une fois. Et pour nous, un rendez-vous plus proche, c'est l'OSIR. Un rendez-vous encore plus proche. Le franco-tunisien à Gerba, bien sûr. Oui, du 6 au 9 juin, ça va être bientôt. Très bien. Et là, sans oublier la PAX qui sera bien sûr la semaine prochaine. Merci.